Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec l'émission SAG Politique, comme d'habitude, le mercredi avec des experts, vous le savez, tous les jours ils sont avec nous sur cette émission. À ma gauche, c'est il est bien présenté, cher Norbert Yamba, et puis à droite, pareil, le professeur Omeonga. Mais aujourd'hui, le thématique, ça sera le budget, l'avant. Cette loi a été déposée, on appelle loi de finances, par la première ministre, qui est économiste aussi, elle-même, Madame Siminon, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on a appelé. Celles qui viennent de précéder, les estimations étaient de 16 milliards. Est-ce qu'on a arrivé d'abord à atteindre ces 16 milliards? Et c'est de 2024, on cherche à avoir 18 milliards. Bonjour, bienvenue, prof. Bonjour, monsieur Takizala. Bonjour, monsieur Yamba. Bonjour, monsieur Yamba. Bonjour, je suis encore très heureux de me retrouver avec les professeurs. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de budget. D'abord, ça signifie quoi, budget? Parce que 3/4 des Congolais, ils écoutent cet acronyme sans même comprendre les ressources de ces budgets, comment elles sont composées. Voilà. Et aujourd'hui, depuis 1960, l'accroissement est de combien de pourcentage? Merci pour la parole. Le budget, c'est un tableau prévisionnel des dépenses à effectuer et des recettes à mobiliser. Donc, chacun de nous, M. Yamba, j'imagine, doit avoir son budget journalier, mensuel, semestriel, annuel. Vous pareil. Mais le budget dont il est question aujourd'hui, c'est le budget de l'État. Parce que l'État, c'est aussi une personne. Mais à la seule différence qu'il est une personne morale. Donc, dans tous les pays du monde, avant la fin de l'année, précisément au dernier trimestre de l'année, c'est le trimestre qui est essentiellement budgétaire. Si au Parlement qui est l'autorité budgétaire, on parle de la session budgétaire. Alors, l'État, comme une personne physique, il élabore. Il vient présenter ses prévisions des recettes qu'il va mobiliser au cours de l'année, mais aussi des dépenses à réaliser. Et tous les budgets, avant d'élaborer, on tient compte des budgets précédents. Et c'est sur base de ces budgets, parce qu'on ne peut pas seulement... Je sais que nous sommes un pays fondamentalement chrétien, on ne fait pas de la prophétie. Les budgets relèvent de la prospection. C'est-à-dire, sur base de ce qu'on a, qu'est-ce que nous comptons faire? Et il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de dire, par exemple, voilà l'inflation à telle hauteur, les réformes que nous avons engagées l'année passée nous permettent de mobiliser assez de ressources. Et voilà les programmes, parce qu'un gouvernement, à la fin, il doit nous dire qu'est-ce qu'il a pu réaliser. Voilà ce que nous comptons faire. C'est ainsi qu'il y a des approches pour élaborer les budgets. La première approche à laquelle je me reconnais, c'est cette approche qui part d'abord de répertorier les besoins, de la base au sommet. C'est qu'on doit aller chez moi Kibombo, reconnaître quels sont les besoins essentiels, et remonter au Maniema et ici. Et le gouvernement réalise que voilà les besoins que présentent mes compatriotes. Et maintenant, on recherche les moyens pour rencontrer ces besoins. Malheureusement, c'est ce qui se fait ici chez nous, malheureusement. Ici, chez nous, c'est la deuxième approche. C'est-à-dire, on met ce qu'ils appellent commission budgétaire, un groupe de gens dans des bureaux climatisés. Ils se disent que non, d'après nos prévisions, voilà ce que nous comptons mobiliser comme recettes.
Et sur base des recettes que nous allons mobiliser, cette année, on nous parle de 18 milliards. Alors, voilà les priorités. Comment nous allons affecter ces recettes en fonction des besoins ou des réalisations que nous voulons opérer. Et cela oblige l'origine maintenant des financements. Comment on finance un budget de l'État? 3 sources de financement. La source sûre et saine, c'est la fiscalité. Et dans notre pays, nous avons 3 régies qui s'en occupent. La DGDA, la DGRAD et la DGI, qui mobilisent des ressources. Ça, c'est la première source. Deuxième source, c'est les financements monétaires, ce que nous appelons en jargon économique la planche à billets. Dans des pays sous-développés, sous-pauvres comme les nôtres, on ne recommande pas trop parce que ça vient alimenter l'inflation. Troisième source, c'est l'emprunt, le recours à l'emprunt. C'est ainsi qu'on parle des partenaires au développement. Où on peut recourir à nos amis des clubs de Paris, des clubs de Londres, des clubs de Kinshasa, mais aussi nos partenaires, les deux institutions internationales jumelles, FMI et Banque mondiale. Voilà comment on conçoit les budgets, et c'est ça les sources. Et maintenant, sur base du programme politique qu'on s'engage à réaliser, maintenant avec ces ressources-là, on met les moyens pour réaliser. Monsieur Mbayamba, le Congolais lambda ne comprennent pas tous les ans cette chanson de budget. Il y en a qui disent ils ne trouvent pas l'utilité. Comment vous, en tant que politique, acteurs de développement, on voit que ceux qui sont, selon l'explication du professeur Omeonga, il nous a défini un peu les différentes sources, mais ceux qui sont pas comme des sources commencent à dire, nous en tout cas, on ne voit pas qu'est-ce que le budget de l'État fait pour nous. Bon, d'abord merci bien pour l'opportunité que vous m'offrez de participer à cette discussion. Bon, j'ai entendu le professeur définir, et il y a des concepts qui m'ont frappé, que je considère pertinents. Tableau prévisionnel. Écoute, le tableau prévisionnel ne vient pas au hasard. Il vient parce qu'il capture la situation de la société, non seulement en termes de mobilisation, mais également en termes de besoins de la population. Et donc, le budget devient un outil qui permet de satisfaire les besoins de la population. Et cette satisfaction est planifiée. Et donc, si on a chaque année un budget et que la population ne trouve pas son compte, c'est que très clairement, soit le budget n'est pas accompagné par une volonté politique volontariste, soit les moyens prévus n'ont pas été suffisamment mobilisés, soit les bénéficiaires potentiels que représente la population n'ont pas apporté leur contribution. C'est comme ça que la plupart de nos budgets sont considérés comme des budgets fiction, entre guillemets bien entendu, simplement parce que ça n'arrive pas à satisfaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nos budgets également ne sont pas accompagnés par une culture budgétaire. La culture budgétaire part des prévisions. Et les prévisions sont des chiffres réels affectés pour tel ou tel besoin. Malheureusement,
vous allez voir que sur une telle ou telle ligne, il y a un dépassement de 200%, 300%, et cela se remarque à travers les différentes lignes budgétaires des différentes institutions de la République. S'il advenait qu'une ligne soit dépassée à 200, 300%, c'est que très clairement, là, cet argent a été ponctionné dans une autre rubrique, qui aurait pu servir peut-être d'arranger les routes, de construire, je ne sais pas, des centres de santé ou des hôpitaux, des écoles, compagnies, etc. Et donc, si le budget, par exemple, de l'enseignement va aller jusqu'à 200%, c'est qu'on a tiré quelque part. Et si on tire quelque part, c'est que ces besoins restent pendants. Ces besoins ne sont pas satisfaits. Voilà pourquoi les budgets dans nos pays, du moins pour l'Afrique, ont toujours posé des problèmes. Mais je voudrais quand même faire ressortir un fait. C'est que Mme Souminois a déposé à l'Assemblée nationale, c'est donc le budget du gouvernement central. Vous savez, notre pays a connu une restructuration géographique. Cette restructuration géographique donne deux pouvoirs politiques. Il y a le pouvoir central et le pouvoir provincial. Mais donne 3 paliers de gouvernance. La gouvernance au niveau central, provincial et local. À chaque niveau, il y a un budget correspondant aux prérogatives dévolues à chaque niveau. Par exemple, le gouvernement central a 36 compétences exclusives, 11 compétences partagées. Le gouvernement provincial, 29 compétences exclusives et partage avec le gouvernement central 11 compétences. Maintenant, le questionnement de la population... Excusez. C'est là justement que je viens, parce qu'il faudrait quand même qu'on soit ordonné. Et donc, sur les 29 compétences, le budget qui est élaboré par la province relève des compétences qui lui sont reconnues. Ces compétences-là ne se retrouvent pas au niveau du gouvernement central, en dehors des compétences partagées ou concurrentes. C'est très important. Je prends la moyenne d'un budget, par exemple, pour le Haut-Katanga, 500 millions de dollars. Ça, c'est le budget tiré des compétences provinciales. Tandis que le gouvernement central de Mme Souminois n'a repris essentiellement que des compétences qui sont reconnues au gouvernement central, 36 compétences. Et donc, le budget du gouvernement central n'est pas le budget de la République. Parce que l'impression que l'on est en train de donner, c'est comme si, maintenant que Mme Souminois a retenu un budget de 18 milliards, c'est que ce sont ces 18 milliards qui vont aider la République. Ah non! Parce que chaque province a ses compétences exclusives et partagées. Et chaque province a un budget qui lui est correspondant. Tandis que le budget de la République ne s'acquiert que lorsqu'on consolide tous les budgets des différentes provinces additionnés au budget du gouvernement central. C'est très important. Raison pour laquelle, si on parle aujourd'hui de 18 milliards, ce n'est pas le budget de la République. Le budget de la République doit être consolidé. Et il est consolidé avec les additions des différents budgets provinciaux. C'est très important. Moutandis, lorsqu'on part à province, il y a les villes qui ont leur budget, il y a les communes qui ont leur budget, les secteurs et les... Cher Norbert, malgré tous ces budgets, le questionnement de la population, ils n'arrivent pas à comprendre. Depuis 1960, on a voté pas mal de budgets, mais du point de vue pratique, ce qui devait être les acteurs, les agents économiques, qu'ils soient particuliers, ménages, les déficits sont, pour pas aller dans le vocable cruel, les déficits sont visibles. Tout à fait. Et c'est comme ça que je voulais quand même que nous nous mettions d'accord sur cette répartition de rôles géographiques, que
ce n'est pas seulement ce budget dont on entend des 18 milliards qui va répondre aux préoccupations de la population. Il faut donc considérer les prérogatives qui sont dévolues aux provinces. C'est très important. Et donc, à chaque niveau d'atterrissage, il y a un effort d'apporter des solutions aux problèmes de la population. Mais c'est ça que la population malheureusement, Mathieu Takizala, c'est que au lieu que les affectations se fassent en fonction des priorités arrêtées, et donc il y a un gros montant qui est affecté pour entretenir la bourgeoisie politique. Vous-même, vous êtes politique, vous savez. Bien entendu. Eh bien, écoutez, si vous ne voulez pas qu'on réfléchisse pour l'avenir de la République, on va rester encore des millénaires ici. Hein. Oui. Donc, je voudrais simplement dire, dans les calculs comme décentralisateur, si la décentralisation pouvait aller jusqu'au bout, nous aurons 52 gouverneurs et vice-gouverneurs. Imaginez-vous, 52 gouverneurs et vice-gouverneurs avec les 26 provinces. Nous aurons plus de 1113 animateurs de la territoriale. Nous aurons 3000 ministres. Nous aurons 11 000 députés. En face, combien d'entreprises dans le territoire? Comment? En face, ça c'est plus les ministres, les députés. Les ministres, c'est 3 000. Maintenant, les entreprises, il y en a dans le territoire aujourd'hui. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des entreprises? Parce que nous avons connu, quand je suis arrivé là, j'ai suivi, on est en train de parler des entreprises qui sont moribondes, beaucoup sont mortes, etc. On a connu dans ce pays 180 sociétés forestières, 169 sociétés agricoles, etc. Toutes sont faillites en faillite. Alors, maintenant, à ce niveau-là, lorsqu'on voit les moyens générés, les entreprises sont foutues. Je suis le diagnostic qui a été fait ici. J'étais encore dehors. Il y a eu pillage, il y a eu. À la fin de l'indépendance, on avait quand même 44%. Quand quelqu'un est malade, on fait quoi? On le guérit, non? On guérit, mais c'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir. Tous ces pillages, qu'est-ce qui s'est réalisé? Après le pillage, quels sont les médicaments que collectivement on a mis sur les espaces publics de la République démocratique du Congo? Bon, il faut reconnaître qu'il y a eu pillage. Ce qui a ramené les recettes générées, par exemple, sur le plan agricole de 44% à 2%. À 2%. Maintenant, la force, par exemple, publique, se capture au travers les chiffres qu'il donne dans les différents secteurs, à l'importance qu'il donne dans les différents secteurs de la vie. Or, quand vous regardez le budget, ne serait-ce que les lignes affectées dans le sens de la reconstruction des investissements productifs, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, aujourd'hui où nous parlons, non seulement on n'a pas des industries, on n'a pas des technologies, on n'a pas des entreprises industrielles qui partent de la production, de la transformation et de la commercialisation pour créer une chaîne de valeur ajoutée, mais les acteurs qui pouvaient bien payer, contribuer, compagnie, etc., sont très pauvres, pas d'entreprise, et voilà, on se trouve en situation où on ne peut plus répondre aux problèmes de la population. C'est comme ça qu'une route qui aurait pu servir de Kinshasa jusqu'à Goma ou à Bukavu, cette route n'existe pas. Parce que ça coûte énormément. Il faut recourir, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, peut-être aux bailleurs, aux partenaires techniques et financiers, etc. Or, la main qui donne est toujours... La main qui donne est toujours... La parole à professeur Omeonga. On dit aussi la maladie africaine, les réalisations budgétaires, à chaque fois, les déficits sont en face. On n'atteint pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous mettons par exemple le pari à atteindre 18 milliards, mais des fois on n'arrive pas? Qu'est-ce qui bloque ça? Bon, le problème, c'est celui-ci. C'est vrai que le budget, il est fondamentalement économique, mais il y a aussi la dimension aussi politique, parce que le budget, c'est l'instrument par excellence de gestion de la cité. Un politique ou les différentes politiques publiques ne peuvent être
accompli, réalisé que grâce au travers du budget. Maintenant, les problèmes chez nous, pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'il faut, peut-être il faut, pour répondre à cette question, j'ai suivi dernièrement l'Observatoire des dépenses publiques. Je vais le recevoir ici, hein, le professeur Mouteba. Et Al Bumbashi m'a dit vendredi, il viendra ici, dans ce même plateau, qu'il essaie un peu de nous donner des déficits dans chaque secteur. Pour lui, ça représente quoi? Si tant est que l'élément que j'ai suivi soit vrai, il indique que le budget précédent n'a été réalisé qu'à hauteur de 9 milliards 600 millions. Alors que le budget en lui même a été voté pour 16 milliards. C'est pour dire que c'est presque a été réalisé à 60%. Ça a été toujours, je me dis même que c'est devenu même congénital, parce que ça je l'ai dit avec autorité, parce que j'ai passé 7 ans au Parlement comme assistant parlementaire, et chaque fois qu'il y a reddition des comptes, c'est toujours autour de 60-70% de réalisation. Donc, là, c'est là où je suis d'accord avec M. Amba. On ne lui parle de budget fiction, mais je dis que le budget n'est pas réaliste. Bon, madame qui est Premier ministre, qui est économiste, je dis qu'avant d'élaborer cette prévision, on part de l'existant. Il devrait d'abord se rendre compte que le budget qui a été voté avant l'année passée n'a été réalisé qu'à 60%. Bon, maintenant, pour des motifs purement politiques, bon, on préfère dire que non, il y a eu, avec le budget qu'on vient de mettre en place, 21% d'augmentation. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été fait dans l'entretemps? Quelles sont les réformes? Alors que nous savons que le pays est en guerre. Et la guerre n'a pas encore pris fin. Donc je m'imagine que ça demande beaucoup d'argent encore pour arriver à bout de cette guerre. Et puis, quelle est la pression fiscale aujourd'hui? C'est 13%. Donc en réalité, ce budget-là, même celui qui vient d'être proposé, 13% des PIB, ça fait pratiquement moins de 10 milliards. C'est que ce budget-là en ressources propres est à 10 milliards, sera à 10 milliards. Et en réalité, nous risquons d'avoir le même taux de réalisation que le budget précédent. Donc, en d'autres termes, ce budget-là n'est pas réaliste. Il ne tient pas compte des données en présence, des réalisations antérieures pour faire des projections. Parce qu'on ne peut pas faire des projections si on ne tient pas compte du passé. Le passé nous permet de comprendre, et même quand on fait ces projections, c'est par rapport aux réformes. Or, nous, notre économie, elle est essentiellement extravertie. C'est un État rentier qui ne tient compte que des Quelles ressources sont les minières. réformes qu'on doit faire aujourd'hui, en 2024? Première réforme, Okay. non, moi je ne suis même pas favorable à toutes ces réformes. Commencez d'abord par appliquer les réformes qui ont été faites. Par exemple, dans le Par secteur. exemple, quoi, Moi par j'ai exemple combattu les régimes passés. Oui. Mais je salue ce régime qui a réussi à mettre sur pied les codes miniers. Oui. Est-ce qu'on l'applique tel que les codes l'expliquent? Parce que Pourquoi ça ne s'applique Est-ce pas? que vous me laissez terminer? Pourquoi ça s'applique pas? Vous me laissez terminer, vous me laissez terminer. Je vous laisse, oui. Oui. Comment ça s'applique? Mais qui doit appliquer? On dit le Parlement vote des lois. Qui applique? Nous avons 3 pouvoirs classiques. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Qui applique? C'est le pouvoir, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit faire appliquer. Mais quand on demande aux miniers de rapatrier 60% de leur exportation, et ils ne rapatrient pas, vous voulez qui doit faire appliquer? La puissance publique. Et qui incarne la puissance publique? C'est le gouvernement. Bon, au lieu de commencer à imaginer d'autres réformes, appliquons d'abord ces réformes. M. Amba va parler de la décentralisation. Il y a une réforme depuis. Et d'ailleurs, vous savez, dans d'autres pays, lui, il est expert en décentralisation. La décentralisation dans d'autres pays, elle est légale. Mais la nôtre, elle est constitutionnelle. C'est comme ça la Constitution. On parle qu'il faut 40% de retenir à la source, 10% à la clé de Mais vous avez dit, Cher Norbert a dit tout à l'heure que. Bon, je sais pas. Cher Norbert a dit que. Vous me laissez terminer. Je vous complète. C'est-à-dire que Cher Norbert a dit tout à l'heure quoi? Que les régions ont leur budget. Mais le paradoxe congolais. Les problèmes, c'est quoi? Plupart des Nous provinces, avons le budget de l'État
Nous avons les budgets des pouvoirs publics Oui. et les budgets des provinces. Oui. C'est comme il a dit, les Oui. budgets des pouvoirs publics, c'est le budget du pouvoir central. Mais quand vous mettez les budgets du pouvoir public avec les budgets des provinces, c'est ce qui fait ce qu'on appelle les budgets de l'État. Parce que l'État est un. Oui. Les autres là sont les démembrements Voilà, de de l'État. Et c'est à cause de la décentralisation où nous avons 3 types de leadership. Le leadership national, provincial et le leadership local. Mais à ce niveau-là où ça pose problème. Et avec les dernières élections ici, dans les villes, on aurait cru qu'on devrait avoir des bourgmestres. Vous, votre bourgmestre, là, vous l'avez élu Non, au second degré. mais il y a- Mais ils sont il y toujours a continués. même- il y a même Mais les c'est aussi une conseillers- entorse à la les loi. conseillers municipaux, là, Mais ils sont là, mais c'est eux qui sont communaux, censés. communaux. Ces conseillers qui sont censés élire les bourgmestres. Est-ce qu'ils le font? Donc, au lieu d'envisager d'autres réformes, appliquons d'abord celles qui existent. Je vous donne l'indication. Où est-ce que nous tirons les gros de nos moyens? C'est dans les exportations. À l'État brut, moi je combats d'abord ça. Parce que moi j'ai toujours estimé qu'au lieu de continuer à être extravertis, nous devons être introvertis. Les richesses doivent se créer de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, si hier on pouvait dire que la Gécamine c'est le poumon économique de la RDC, et aujourd'hui, si nous sommes sérieux, est-ce qu'on peut le dire? Parce que comme on n'a pas eu 1,5 milliard pour booster la Gécamine, qu'est-ce qui a été fait? On a sécessionné tous ces carrés miniers, on a confié à qui? À des Canadiens, à des Chinois, à des Indiens, à des Libanais. Qu'est-ce que nous tirons? Nous nous contentons seulement des royalties. Et nous sommes toujours un État rentier. Nous continuons à nous contenter des miettes. Les gros des richesses qui sont créées par les mines. Ça profite à qui? Et même ces gens-là, on leur demande de rapatrier 70% des exportations. Mais ils ne le font pas. Vous voulez quoi? Quand on est l'État, quand on est au gouvernement, on ne se plaint pas. On ne propose pas, on applique d'abord ce qui a été proposé. Qui se plaint? Et pour la plupart des cas, non, nous avons des dirigeants qui se plaignent, il y a ceci, on nous empêche. Non, on ne peut pas empêcher. Quand on a la puissance publique, on applique. D'abord pour ça, qui peut empêcher à l'État de réclamer à tous ces miniers de rapatrier 60%? Qui peut appliquer? Parce qu'on s'est dit par ailleurs que nous sommes souverains. Ben oui, c'est un pays souverain. Hein, mais nous sommes souverains, mais il faut jouir, il faut l'appliquer. Dans le 79e, on va recevoir l'un des leaders, hein, Cyril, pour parler de ce sujet. Ça, c'est un autre sujet, de la diplomatie congolaise dans le monde. Non, la diplomatie n'a de sens que quand il y a des rapports économiques. Aujourd'hui, la diplomatie n'est pas une relation idéologique, c'est fondamentalement économique. Qu'est-ce que nous proposons pour mériter le poids qui est le nôtre? C'est ça tous les problèmes. Si nous voulons être écoutés, le monde actuel est cruel. Il n'a qu'à faire avec les faibles. Il faut tout faire pour être fort. Les faibles, ce que j'ai appelé, il y a ce qu'on appelle le darwinisme politique. Les faibles vont disparaître, les forts vont résister. Si on était fort, mais cette guerre-là, est-ce qu'un petit pays comme le Rwanda peut nous... Par ailleurs, on dit que non, il y a les multinationales derrière. Pourquoi nous, à notre niveau, vous me laissez terminer, pourquoi les petits Rwandais ont la capacité d'attirer ces multinationales et que nous, propriétaires de ça, on n'a pas une diplomatie qui nous permet d'attirer ces gens-là pour être de notre côté? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a une faiblesse diplomatique. Diplomatique. Le Congo, on pas combien d'ambassades? Donc ça c'est le sujet. Non, une ambassade, dans quel état? J'étais dernièrement à Paris. Vous savez dans quel état se trouve l'ambassade de la voilà. RDC Donc, donc le problème c'est ça. D'abord, du reste, aucun État ne peut obtenir de l'extérieur ce qui ne sait pas se donner de lui-même. Voilà pourquoi. Donc, la gouvernance d'entreprise, c'est ça aussi qui fait que le budget ne bouge pas parce qu'on va donner la parole. Mais la gouvernance d'entreprise, toutes les entreprises publiques, aujourd'hui, avec la réforme de 2008, on a dit que ce sont des entreprises commerciales. Or, une entreprise commerciale, c'est une entreprise qui doit être rentable. Est-ce que vous, soyons sérieux, entre vous et moi, je doute fort que les courants ici qui nous alimentent soient de la SNEL. Quelles sont les entreprises publiques qui sont encore? On doit mettre des actionnaires privés à l'intérieur de ces sociétés. Non, les Congolais, ils sont tellement patriotes nationalistes, ils ne veulent pas l'ouverture du capital. Mais au moins, même si vous gardez... Il y a une libéralisation, on dit. Non, la libéralisation, c'est-à-dire, quand on parle de la libération, ce n'est pas la privatisation. La libération, c'est qu'on accepte que les privés viennent dans ce secteur. Compétir. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, vous et moi, et en Bayamba, nous pouvons nous mettre ensemble, créer notre barrage et commercialiser l'énergie. C'est ça la libéralisation. Donc, nous pouvons aussi commercialiser l'eau. C'est ça la libération, mais ce n'est pas la privatisation. Jusqu'à ce jour,
la régie des eaux, la SNEL, c'est la propriété exclusive de l'État, la propriété exclusive du peuple congolais. Voilà. Donc, quand on a libéralisé, on n'a pas privatisé. Oui. On a accepté que, comme dans le secteur des assurances, hier on avait seulement la SONAS, aujourd'hui, vous voyez que ce secteur-là, il y a des privés. Vous êtes acteur de développement, économiste. Est-ce que ce sont nos entreprises qui nous font défaut pour que nous puissions quand même développer ou avoir un budget consistant? Parce que ces entreprises, comme disait votre co-débatteur, est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même l'intervention de privé à l'intérieur du conseil d'administration des entreprises d'État, les grandes entreprises, par exemple? Merci. J'ai tout petit peu un problème au niveau de la pédagogie de notre émission. Alors, j'ai comme l'impression que on aura difficile à conclure parce que là, je ne ressens pas les compartiments s'enchaîner. Bon, on touche, et puis bon, finalement, je ne sais pas à quel moment nous allons nous efforcer pour conclure. Mais je voudrais simplement dire que ne faut pas donner l'impression que quand on a un budget, on résout les problèmes. 16 milliards, 18 milliards, ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Et d'ailleurs, j'ai eu à participer plusieurs fois au niveau de l'établissement des prévisions. Il n'y a pas des indicateurs pour être rassuré que effectivement on a prévu 10 milliards et les 10 milliards vont entrer. On dit, oui, ça peut. La péprisme. Entre-temps, c'est comme ça que vous voyez toutes ces entreprises de canards boités. Lorsqu'ils donnent les résultats en termes d'assignation, ils disent non, on a dépassé. Tout simplement parce qu'effectivement, au niveau de la fixation de ce que représentent les montants à mobiliser, on a minoré. Tout simplement parce qu'on n'est pas guidé par des indicateurs objectivement vérifiables. Là, c'est un problème. Oh non, non, il est en dépassement de 200%. Ah ouais, 200%. C'est qu'il n'y a pas eu un travail à la base. Ça, c'est la première chose. Donc, la mobilisation pose problème. Pose problème. Et puis, Mathieu, s'il vous plaît. Mathieu. Une économie de subsistance. Vous entendez quoi? Une économie de subsistance. J'ai entendu, tout le monde est en train de parler de l'extraversion de notre économie. Nous avons cru que les Chinois, en arrivant, les Indiens, etc., qui sont réputés être du tiers-monde, ils vont faire autrement que les Européens. Qu'est-ce qu'on n'observe pas? Au lieu de monter des chaînes de valeur ajoutée, des entreprises de production, de transformation et même monter des sociétés de commercialisation sur place. Rien du tout. Rien du tout, cher Mathieu. Alors vous allez avoir les moyens où? J'ai fait la macroéconomie. Je me dis, les quelques moyens qui sont mobilisés sont des moyens qui sont connus comme actes générateurs au niveau des frontières, etc., par la DGDA, par la DGI et compagnie, etc. Mais il y a combien d'actes générateurs de recettes? C'est plus de 6 000. Et 80% ne sont pas mobilisés. C'est ça. Ça s'appelle l'économie de la cueillette. Tu vois? Donc, alors maintenant, quand on est dans cette situation-là, vous ne pouvez pas dire non, mais écoute, le budget, non seulement ça n'a pas donné ce qu'on a prévu, mais écoute, ça ne représente rien pour satisfaire le problème, la population, ou c'est un problème de leadership. Regardez, vous prenez par exemple la France, que vous connaissez tous. La France, c'est 70 millions d'habitants. Le Congo, c'est combien? C'est plus de 110 millions. On parle par l'estimation, on dit 120 millions, il y en a qui disent 120 80 millions. millions. Moi, en tout cas, il n'y a pas de statistiques. Je prends les références des FBI de 2022. 110 millions d'habitants. Et lorsque vous prenez le taux de progression de 3,6%,
Donc on est au-delà maintenant de 120 millions. Hmm. Parce qu'il est prévu en 2050, on soit 300 millions. Donc on va devenir comme les Américains. Alors, mais non, regardez 300 la millions. France. La France, son budget, c'est 400 milliards. 400 milliards. Pourquoi il arrive à faire ces gens Non, non, mais c'est l'industrialisation. C'est l'industrialisation. L'industrialisation, Tout le mais nous monde n'en est- avons pas. Tout le monde est occupé. Nous n'en avons pas. C'est comme si on dit non, nous sommes riches en quoi? Des potentialités, il faut les nuancer à nos possibilités. Entre-temps, tous les partenaires que nous avons eus n'ont pas fait autrement que ce que les autres, les précédents partenaires ont fait. Amener le BRIC avec leurs industries, fabriquer, produire des richesses, produire des emplois. Et nos jeunes gens ne vont pas trouver du travail. Alors maintenant, lorsqu'on est dans cette situation-là, que le résultat, n'est-ce pas, de notre système d'enseignement, que le résultat de notre système politique, on peut avoir un leader transformationnel, mais on aurait difficile d'avoir des résultats. Si en 1960, nous étions un pays en revenu intermédiaire, il y a eu des industries de production, des salles de production. Nous avons cité les forêts, les sociétés forestières, les concessionnaires miniers, etc. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, nous sommes incapables de faire ça. Nous ne vivons que de royalties. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre, nous, qui sommes aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants, avec un budget de moins de 15 milliards, donc la réduction faite, vous avez dit moins de 10 milliards, et on s'est dit non, non, on va arranger tout. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que la France a résolu ses problèmes en proportion de 80%. Mais il a, malgré les 80% réalisés, elle a un budget de 400 milliards, avec un produit intérieur brut de 3000 milliards. L'équivalence même de sa dette aussi. Et nous? Alors, moi, je pense que la meilleure façon de faire les choses, c'est comme on a fait. On a capturé nos richesses potentielles, hein, ne serait-ce que minières. Aujourd'hui, on a certifié 24 000 milliards de dollars. Alors, nous devons être en mesure de voir le courage pour aller dans la direction d'une industrialisation. Et nous pouvons casquer une partie de nos richesses potentielles pour pousser véritablement à cet état de choses. Mais si nous allons dire mobilisons, on va mobiliser quoi? Parce qu'en réalité, même ce qu'on remet aux provinces, ce sont les régies financières nationales, notamment la DGI et la DGRAT, qui donnent les recettes à caractère national en proportion de 40%. Ce n'est pas toutes les recettes. Parce qu'au niveau des provinces, il y a des recettes qui sont destinées des recettes propres. Et toutes les études qui ont été faites n'ont pas démontré quelle est cette province qui a mis à nu les recettes qu'elle a mobilisées localement. Pourquoi ils ne mettent pas ça en nu? Pourquoi ils mettent ça? Non, mais alors il faut des structures de dissuasion. Il faut des garde-fous. Et là, effectivement, il faut des gens qui sont des animateurs pour qu'à chaque niveau d'atterrissage, les choses s'activent. Donc, je termine en disant que nous sommes en train de discuter du budget. Pour l'instant, au regard de la photographie qui existe, nous n'avons pas beaucoup d'industries. D'ailleurs, l'idée de la zone économique spéciale a eu lieu. Elle n'est pas encore florissante. Certes, dans une perspective progressiste, on verra. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas encore palpables. Deuxièmement, au niveau de la détermination du budget lui-même, parce que les méthodes ne sont pas suffisamment rationalisées, systématisées, pour nous donner ne serait-ce que la garantie de 80% de la mobilisation de moyens qui ont été déjà déterminés. Et aujourd'hui, comme nous n'avons pas d'industrie, je pense que ça sera difficile. Plus grave encore, le système de monitoring. Le système de monitoring. Vous avez parlé de l'ODEP avec Florimond, qui est d'ailleurs mon ami personnel. Oui, le prof Florimond. On est toujours dans l'artisanat. Hein? On est dans l'artisanat, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas encore eu
des grandes... bon, en défaut de mieux, bon, il faut se contenter, on peut avoir l'idée de ce qui se passe. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis, Mathieu. Il y a beaucoup de défis. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, c'est difficile. Moi, vous allez à la province, vous posez la question au gouverneur. Combien de recettes générées localement, les recettes propres? Il aurait difficile à vous venir. Et il dit non, mais il faut entendre les chargés de finances. Et quand vous allez chez l'étranger, non. Voyons voir combien. Donc, mais on a même pas en tête. Qu'est-ce qui justifie les 12 derrière un homme? Ce sont des douleurs d'enfantement. Ce sont les douleurs d'enfantement. Et si on n'en parle pas maintenant, on va attendre longtemps. Ça va donc. Beaucoup déjà ont pris le train en cours de route. Nous atterrissons presque dans ce problématique de j'ai salué nous signale que M. Ambamba qui a fait une analyse critique. Je comprends aussi son désarroi, mais je voulais seulement lui rappeler que quand il y a des défis, il y a toujours des opportunités. Je crois que la situation que traverse notre pays n'est pas une fatalité en soi. Et nous avons encore les ressorts, nous avons tout ce qu'il faut pour rebondir avec un minimum de consensus. Je crois, vous savez, nous sommes africains et nous avons une vertu qui nous permet de résoudre des problèmes. Je ne me mets pas dans un rôle d'indexer les uns et de blanchir les autres. Il faut qu'à un moment comme celui-ci, qu'on fasse un arrêt, qu'on fasse une sorte d'exorcisme collectif pour dire que nous avons tous fauté. Moi, j'ai parfois honte de la génération à laquelle j'appartiens parce qu'elle a réussi à perpétuer l'échec transgénérationnel. Voilà pourquoi, dans le cadre de ma fondation, je me bats tous les jours pour la fondation Menganiko pour arrêter cet échec transgénérationnel. Et ça ne peut l'être qu'avec la jeunesse. Moi, je crois à la jeunesse. Nous avons échoué. Et comme Pareto, je crois à la circulation des élites. Nous avons malheureusement depuis 60 jours des élites prédatrices. Il faut créer une nouvelle élite, une nouvelle race dans tous les domaines. Dans les domaines de la société civile, société politique. La France a essayé. Hein? La France a essayé. Alors, maintenant, le problème, M. Ambamba l'a relevé, la modicité de nos moyens. J'en conviens. Mais quand il y a des moyens, un parent responsable, quand les moyens sont limités, il faut tenir compte de la qualité des dépenses. C'est là où ça faute. Le problème, il a parlé de dépassement. Mais depuis j'étais au Parlement depuis 2012 à ce jour. Il y a 4, et jusqu'à ce jour. Quels sont les secteurs où on assiste à des dépassements de 200% et tout? La présidence, la primature, le ministère des Finances, du budget et le Parlement. Alors que le budget, il y a trois types de dépenses. Il y a des dépenses d'investissement et de production. Si vous voulez aller vite, créer des richesses supplémentaires, il faut orienter les gros de nos moyens dans les dépenses de production, les dépenses d'investissement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous nous contentons à orienter les gros de nos dépenses aux dépenses politiques. Bon, ils appellent ça, pour cacher les mots, et pas les dépenses de souveraineté et les dépenses sociales. Mais si nous voulons améliorer, et pourtant la loi des finances, l'OFIP est là. Vous avez cité les leaders de l'ODEP, qui est l'ami de M. Ambayamba. Le prof Mouteba. Je crois la société civile, je crois ces gens-là. C'est pourquoi quand j'ai pris la parole, j'ai dit que si tenté que ce qu'il dit est vrai. Et je pense que quand même c'est quelqu'un de réfléchi. Les éléments qu'il donne, moi-même j'avoue, en tant que chercheur, nous avons un sérieux problème de statistiques dans notre pays parce qu'il n'y a pas des institutions appropriées pour nous donner des statistiques beaucoup plus fiables. Mais que cela ne tienne. Là où nous pêchons, ou là où tout le monde a pêché,
c'est par rapport aux dépenses. Pourquoi nous orientons les gros de nos moyens aux dépenses de consommation? Même un parent qui met le gros de ses moyens à la consommation, il est condamné à la pauvreté. Il handicape son avenir. Ce qu'il y a à faire, prenons les quelques rares Ça va, moyens. vous voyez que... Dépenses. Et je termine, je vais ici, parce que nous sommes pressés par le temps. Tous les spécialistes de développement, comme M. Yamba en est un, disent ceci. Les gros des moyens doivent être orientés là où il y a les gros de la population. Toutes les statistiques indiquent que les milieux ruraux à lui seul regorgent plus de 70% de la population. Mais quels sont les moyens que nous orientons dans le secteur, dans ces milieux ruraux? Ça tombe bien que cher Norbert est au ministère de l'Intérieur. Hein. Il pourra nous doit éclairer, connaître un peu nos villages, nos chefferies, parce que ça, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Vous prenez plus de la moitié du budget reste ici dans la capitale. Voilà. Encore que je voulais peut-être placer mon par rapport à la décentralisation précipitée. Vous avez parlé de la France. La France a eu combien de temps? Plus d'un quart de siècle pour asseoir sa décentralisation. Mais nous ici, parce qu'on voulait satisfaire quelques clients politiques, on est allé de manière précipitée à créer la décentralisation. Parce que la décentralisation, c'est le transfert. On va non revenir seulement des ici sur la compétences, décentralisation des ressources et des charges. Aujourd'hui, si on n'a pas le temps. Si on était sérieux, je termine par là. Il atterrit. C'est sérieux. Là, déjà, il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, on parle du budget. Au lieu de la retenir la source. C'est ça aussi le budget. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on veut? On parle de la rétrocession. Est-ce que lui, il a été au ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'il peut me dire? Il peut me regarder dans les yeux et me dire qu'il y a un gouverneur qui a réussi ce qu'il devrait retenir comme 40% des recettes à caractère national. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous votons des lois, mais nous ne sommes pas prêts à nous assumer. Nous ne sommes pas prêts à respecter, à faire respecter les lois. Voilà. Nous devons commencer. La parole c'est de l'autre côté, parce que nous sommes déjà en train je voudrais rassurer le professeur Omeyunga que les 40% dont on parle, ce n'est pas le volume d'argent lié à la mobilisation au niveau central et remettre... Non, les recettes à caractère public. C'est essentiellement des recettes à caractère national. C'est ce dont on parle. Qui sont ici des deux régies financières, la DGDA et la Direction générale des impôts. Vous parlez de rétrocession. Maintenant, tous les calculs qui ont été faits au lieu de 40%, parce qu'en réalité, le gouvernement central continue même à payer les enseignants, parce que c'est une prérogative décentralisée. Oui. Et quand on fait le calcul, nous, on est déjà à 33% de ce que peut représenter l'argent rétrocédé. Mais toutes les autres restent. Changer la Constitution alors? Toutes les autres restent. Si vous estimez que ce n'est pas 40%. On est dans un processus. Et le processus, ça a des douleurs d'enfantement. Voilà. Il faut avoir de l'intelligence pour traverser. Nous atterrissons. Je voudrais rassurer que nous avons tenté tout ce que nous avons reçu comme recette de l'extérieur. Que ce soit le système politique, que ce soit le système économique, le système religieux, compagnie sanitaire. Nous avons tenté. Nous sommes en train de parler de l'économie, en fait. Pour avoir appris des notions de l'Occident. Mais nous ne sommes pas en train de faire un effort pour générer un type d'économie qui soit compatible à nos réalités. Et quand on dit non, mais si ça ne marche pas, il faut changer. Je ne sais pas... La loi fondamentale. Non, ce n'est pas la loi fondamentale. La loi il dit il faut changer des générations. Il faut changer les gens. Attention. Vous n'allez pas commettre... un génocide entre guillemets. Nous avons des hommes et des femmes qui sont des Congolais, qui ont les mêmes droits, etc., mais qui ont été impactés par des séquelles des différents systèmes que nous avons connus. Et donc, allons lentement. Au lieu que, par exemple, vous voyez, actuellement, les hommes politiques veulent un dialogue. Et quel dialogue? Pour la guerre ou pour la refondation de l'État? C'est cela, parce qu'il y a un problème au niveau de l'État lui-même. L'État, avec toutes ces structures, même cette décentralisation importée. Parce que vous êtes dans nos villages, vous allez trouver que tel village se limite à tel endroit, tel groupement, tel endroit, etc. Nous sommes déjà décentralisés de par notre héritage traditionnel. On n'y a pas mis de la réflexion pour aller de là-bas. Donc, de grâce, on ne va pas changer les gens pour les remplacer, on ne va pas tuer les gens, mais on va mettre en place des garde-fous. Mais il faut que ces garde-fous s'inspirent de nos héritages traditionnels. Parce que ce que nous avons importé ne nous a pas beaucoup servi. Et que si réunion il y a, si dialogue il y a,
on doit parler fondamentalement de la refondation. Et même s'il faut toucher la Constitution, il ne faut pas que cette Constitution occidentale. Il faudrait une Constitution. Et la population dit qu'il y a toujours eu des palabres, mais il faut que ça soit des palabres autour de l'économie, autour des questions de développement, parce que c'est ce que la population veut sentir. Attention, alors, malheureusement, on viendra encore là. La question de l'économie, la question du développement, alors, ce sont des notions importées. Tu as été à France, voilà. Jamais vous allez voir Macron sortir le matin, il dit il faut que nous fassions tout pour être développés. Non, voilà. Donc, nous devons réfléchir sur comprenez, nos valeurs pour nous donner l'opportunité de pouvoir avancer. Ok, en tout cas, les places, c'est un dernier mot. Nous passons parce que là, le temps, il y en a plus. On reviendra ici. Soyons conséquents et équitables dans la répartition des le micro est déjà éteint. Tant que le micro est éteint, comprenez. Merci. L'émission est finie. SAG Echo. Présenté par Mathieu Takizala.